Bonjour, chers internautes, chers inconditionnels de Marketing TV Monde. Donc voilà, comme prévu, donc à 16 h, je pense qu'on va commencer d'ici quelques minutes. Maintenant, en attendant que les autres soient là, donc je vous propose d'écouter un peu de musique et voilà, le temps de voir tout le monde sur le live. Ok, à tout à l'heure. Donc je vois que tout le monde commence à être là. Merci Papi Baïmossal, je te vois bien. Cheikh Ahmed Tidiane, Mamoudou Niang, donc ce sont mes frères. Laye Bamba Seck, qui est le propriétaire même de la plateforme et de la page. Je félicite bien pour l'initiative. En attendant un peu que les autres soient là, on va leur donner juste une à peut-être 2 minutes, le temps de bien démarrer. Ok, merci mes promotionnaires du Césac, Roger Thuot, je vois que tu es en ligne. Yasmina Gay, je te vois très bien. C'est un plaisir de vous voir sur le live. Maintenant, peut-être attendre juste le signal de l'initiateur de ce live, à savoir Laye Bamba Seck. Monsieur le régisseur, c'est quand tu veux pour qu'on démarre. J'attends juste ton aval. J'espère que les internautes et les suiveurs de la page aiment bien le reggae, hein, parce que ça commence très bien. Ok. Maintenant, puisqu'on a l'aval de l'initiateur de ce live, à savoir M. Laye Bamba Seck, je pense qu'on peut bien démarrer. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est déjà le féliciter, parce que c'est une initiative à saluer. Donc je me présente déjà, je m'appelle M. El Hadji Ibrahima Niang. Donc pour la présentation, je vais être très bref. Je suis enseignant en marketing, fonctionnaire de son état. Et voilà, je sers dans une grande école qu'on appelle le Centre de formation professionnelle commerciale, que je suis tout à fait fier de présenter partout où je vais, parce que c'est une école pratiquement qui reçoit des étudiants au concours et qui les forme sur 2 ans. Et en général, c'est de très bons profils qui arrivent même à rivaliser avec d'autres qui viennent de l'extérieur ou des grandes écoles. Donc, je suis fier de me présenter comme ça.
Maintenant, je tenais aussi à féliciter l'initiateur de la page, parce que comme que je dis tout le temps, en général, au Sénégal, ce qui manque aux profs, c'est une identité numérique. Et je pense que M. Seck l'a bien compris en prenant cette initiative. Il y a d'excellents profs qui sont dans leur coin, peut-être qui sont beaucoup plus focus sur leur projet et qui pensent que voilà, ce n'est pas le moment ou qui n'ont pas assez de temps pour, voilà, pour faire des lives. Mais je considère que ça vient à son heure. Et les choses tragiques qu'on est en train de vivre à l'instant même nous montrent que, c'est-à-dire le numérique peut être une opportunité et M. Laye Bamba Seck l'a très bien compris en prenant les devants. Et je vois que ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est en train de travailler sur ça, qu'il invite beaucoup de gens qui viennent et qui débattent de thématiques qui intéressent des professionnels et des étudiants. Et je considère que c'est une initiative à saluer. Et cette initiative-là doit être accompagnée par les ministères et même les écoles, parce que je considère que dans les écoles aussi, c'est une dimension qu'il faudrait intégrer, c'est-à-dire, comme il a l'habitude de le faire, dans chaque école, je considère qu'il faudrait avoir une chaîne de télé à travers laquelle on permettrait aux profs d'intervenir et peut-être de pouvoir partager ce qu'ils ont dans la tête avec d'autres internautes ou d'autres gens qui ne sont même pas dans l'école, mais ce sera une façon de faire une publicité pour l'école et aussi de montrer aux autres et de permettre aux autres de bénéficier du savoir qu'ils ont. Maintenant, par rapport au thème qu'on m'a proposé de présenter, c'est un thème pas du tout simple, parce que c'est un thème qui porte sur la gestion du produit et tout le monde sait que le produit, c'est la fonction principale en marketing. Parce que pour tous ceux qui ont fait du marketing, ils ont entendu parler du marketing mix. Et dans le marketing mix, on a souvent l'habitude de parler des 4 P. Et le premier P qui vient en général, c'est le produit. Pourquoi on a l'habitude de commencer par le produit? C'est qu'en général, c'est le produit qui dicte la stratégie de prix, la stratégie de distribution et la stratégie de communication. Donc, tant qu'on n'a pas une idée de ce qu'on veut faire en termes de produits, les autres P ne sont plus valables. Les autres P, on ne peut rien faire pour les autres P. Et raison pour laquelle, donc on m'a demandé de parler de ce thème-là, parce que c'est pratiquement la fonction la plus essentielle du marketing mix, qui tire toutes les autres P. Et pour en parler, je vous proposerai c'est-à-dire de passer par une démarche très simple. La démarche est la suivante. Déjà, rappelons à nos internautes, à ceux qui sont là, parce que pour la plupart, il y a des néophytes et des spécialistes, comme je le remarque sur le live. Donc déjà, revenir sur l'importance du marketing et de la démarche. C'est-à-dire, lorsqu'on fait du marketing, c'est qu'est-ce qu'on a comme objectif? Donc voilà une question à laquelle il faudrait commencer par répondre. On va essayer de trouver une réponse. Et si on arrive à trouver une réponse ensemble, peut-être revenir sur la démarche. Et à travers la démarche marketing maintenant, essayer de voir quelle est la place qu'occupe le produit dans la stratégie marketing. Et ce sera une façon très simple de montrer l'importance de ce P-là dans la stratégie marketing. Donc sans tarder, on va essayer d'expliquer. Pour le marketing, c'est déjà très simple. Hein? Donc comme on me demande de définir le marketing, je ne sais pas de compliquer la chose. J'essaie de donner une définition assez simple. Quelle est cette définition que je propose en général? C'est de dire, c'est juste une science qui cherche à adapter tout ce que l'entreprise fait en termes d'offres, de biens et de services aux désirs des clients. Voilà une définition assez simple. Et lorsqu'on le définit comme tel, on permet à n'importe qui de comprendre que dans la stratégie marketing, le point de départ, c'est le client. Parce que tant que les désirs du client ne sont pas identifiés, le produit ne se fera pas. Donc déjà, pour quelqu'un qui vient de débuter, je considère que c'est une information qu'il faut lui donner. Donc, ce qu'il faudrait retenir en premier, c'est que l'objectif essentiel en marketing, c'est d'adapter nos offres de biens et de services aux désirs du client. Premier élément. Pour réussir à le faire, comment on s'y prend? Quelle est la démarche qu'on a l'habitude d'utiliser en marketing? Et dans cette démarche, ça nous permettra de trouver une transition et de montrer l'importance qu'occupe le produit dans la stratégie marketing. Donc déjà, commencer par présenter la démarche. Est-ce qu'on peut satisfaire les désirs d'un client qu'on ne connaît pas? Je ne pense pas. Et raison pour laquelle en marketing, dans l'approche, la première chose qu'on a l'habitude de faire, et ça se fait tout le temps, c'est qu'on essaie de comprendre le client et d'analyser son environnement. Ça signifie quoi? La première étape de la démarche marketing consiste à rechercher une information. Rechercher une information sur qui? Le client, c'est qui? Comment est le marché? Quelles sont ses attentes? Quelle est sa motivation? Existe-t-il une concurrence? Comment elle se présente? Comment est la taille du marché? Est-ce que c'est un marché avec de l'avenir, etc. Donc voilà des informations qu'on va rechercher. Et ces informations, on les recherche à travers quelque chose d'assez simple qu'on appelle un diagnostic interne et un diagnostic externe. Maintenant, quel est l'objectif de commencer par ça?
Est-ce qu'une entreprise qui ne connaît pas ses forces et ses faiblesses a les moyens de se fixer des objectifs? Je ne le pense pas. Et raison pour laquelle, en marketing, on est tellement cohérent que dans l'approche, on commence par le diagnostic interne. Le diagnostic interne, c'est dire quoi? Essayons de trouver les éléments qui font notre force et les éléments qui font notre faiblesse. Pour réussir à le trouver, c'est très simple. On va commencer par l'entreprise elle-même. Quel est le savoir-faire dont on dispose? Est-ce qu'on a un savoir-faire que le concurrent n'a pas? Si tel est le cas, c'est une force. Est-ce qu'on a des employés beaucoup plus savants ou beaucoup plus compétents que les autres? Si l'entreprise là de plus que les concurrents, c'est une force. Un autre élément qu'on va diagnostiquer, c'est des éléments liés à l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'on a une bonne organisation dans le cadre du travail? Si tel est le cas, on va considérer ça comme une force. Donc ce qu'il faut retenir ici principalement, c'est qu'en faisant un diagnostic interne, on va miser sur ce qu'on appelle le micro-environnement. Et le micro-environnement, c'est quoi? C'est commencer par l'entreprise à travers sa structure, sa façon de manager, parce que ça peut être une force, parce que tous les directeurs ne se ressemblent pas dans leur approche managériale. Ça peut être aussi un élément lié aux employés, comme je viens de le dire, à travers le savoir-faire, une technologie que l'entreprise a, que les autres n'ont pas. Ça peut être lié aussi à l'organisation, à la forme d'organisation que l'entreprise a. Ça peut être aussi lié au réseau de partenariat que l'entreprise a. Et je prends un exemple, ici si on demande de comparer les banques, la première remarque que les gens ont l'habitude de dire concernant la CBAO, et qui est une force bien évidemment, c'est que la CBAO a un réseau de distribution que les autres concurrents n'ont pas. Donc juste pour illustrer de ce que je viens de dire. Maintenant, si ce diagnostic interne est terminé, ça permet de savoir qui on est réellement. Quelles sont nos forces en réalité par rapport à nos concurrents? Où est-ce qu'on traîne les pieds? Quelles sont nos faiblesses? Et des exemples de faiblesses qu'on peut donner, c'est des exemples liés à un réseau qui n'est pas assez large, des exemples liés pour Orange à la qualité du réseau, ça peut être des faiblesses liées à la cherté des prix, ça peut être des faiblesses liées à des difficultés de répondre à des commandes de manière beaucoup plus rapide. Et juste pour donner des exemples de ça, maintenant si le diagnostic interne est fait et qu'on a une idée des forces et des faiblesses, la deuxième étape, c'est de passer à ce qu'on appelle le diagnostic externe. Maintenant, le diagnostic externe, il permet d'aller vers quoi? De manière très simple, de manière ramassée. Le diagnostic externe permet à l'entreprise de voir en réalité quelles sont les menaces qu'offre le marché et les opportunités. Et pour faire un diagnostic externe, on se rabat sur ce qu'on appelle le macro-environnement, plus communément appelé environnement PESTEL. Pourquoi on l'appelle environnement PESTEL? Parce que dans un pays, lorsqu'on s'y implante, il est très primordial de commencer par une analyse de l'environnement politique. Est-ce que le climat social est stable? Est-ce que le climat politique est stable? Quel est le régime politique en place? Est-ce que c'est un régime libéral? Je donne juste un exemple. Dans le cas où c'est un régime libéral, ça donne juste une idée qui sera facile d'entreprendre parce qu'on aura en face d'un État, on sera en face d'un État qui ne nous barrera pas qui ne mettra pas des bâtons dans les roues pour qu'on puisse entreprendre. Maintenant, si c'est un État avec un autre régime politique, donc peut-être communiste, etc., comme on l'a dans certains pays, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et pour le comprendre, il faut imaginer quelqu'un qui va faire un business en Corée du Nord ou en Corée du Sud. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a un État qui est trop interventionniste. Maintenant, un autre environnement qu'on va essayer d'analyser, c'est l'environnement économique. Oui. Est-ce que forcément le produit qu'on fait est adapté au pouvoir d'achat du client? C'est une question à laquelle il faut répondre. Et il y a d'autres questions sur lesquelles il faut réfléchir concernant l'environnement économique. Quelles sont les catégories de dépenses qui interpellent plus les ménages? Est-ce qu'au Sénégal, les gens dépensent plus dans l'alimentation que dans l'habillement? Si oui, qu'est-ce qui les intéresse côté habillement? Donc voilà des questions auxquelles on va essayer de répondre. Pour l'environnement socio-culturel, quelle est la structure de la population ou du marché en termes d'âge, en termes de catégories socio-professionnelles? Quelle est la culture des Sénégalais? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter sur Internet? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter de manière physique en se promenant dans les boutiques? Voilà quelques questions sur lesquelles on pourrait réfléchir. Et là, je ne suis pas exhaustif du tout. C'est juste de manière ramassée que je reviens sur la démarche. Un autre élément qu'il faudrait étudier, c'est des éléments liés à l'environnement technologique. L'environnement technologique, c'est de dire, attention, pour ce qu'on veut faire, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre disponible? Je prends un exemple. Une entreprise qui veut mettre en place un site internet en ligne. Est-ce qu'au Sénégal, ces métiers-là existent? Un métier de designer, des gens qui travaillent dans le community manager, des gens qui font du référencement. Donc, il faut essayer de voir sur le marché du travail, côté technologique, s'il y a une offre de formation liée à ça et des compétences liées à ça. Un autre élément qu'il faut analyser, c'est quels sont les investissements qui sont faits dans le pays dans le domaine de la recherche. Parce que ça donne une idée de la capacité d'innovation qui existe dans le pays.
Une autre information à aller chercher, dans le pays, combien de brevets et de licences ont été déposés. Parce que plus on dépose des brevets, plus on a une information sur l'intensité concurrentielle en termes d'innovation. Et au Sénégal, bien que les gens n'investissent pas dans la recherche, donc l'information qu'il faudrait aller chercher, c'est des informations liées à des licences que des gens ont déjà achetées et qui leur donnent la possibilité de d'exploiter sur le territoire. Maintenant, si l'analyse de l'environnement est déjà faite, que l'entreprise a une idée de ses forces, de ses faiblesses, des opportunités que lui offre le marché et des menaces auxquelles elle doit s'attendre, le deuxième travail à faire, c'est de dire attention, quels sont les objectifs maintenant qu'on va avoir? Et pour les objectifs, de manière très simple, le conseil qu'on donne, c'est que pour les objectifs, il faut toujours les smarter. Donc les smarter, ça signifie quoi? C'est de faire en sorte que les objectifs soient spécifiques, mesurables, accessibles, rationnels et temporels. Et là, pour preuve, je peux donner un exemple très simple. Lorsque je gère une entreprise et que je dis, sur le marché des portables, je veux un taux de pénétration pour 2019 de 20%. L'objectif est spécifique parce que je l'ai bien cadré, j'ai bien dit sur le marché des portables. Il est mesurable parce que j'ai traduit ça par un chiffre à travers un indicateur que j'ai appelé le taux de pénétration. Il est temporel parce que je lui ai donné une année. Il est rationnel parce qu'avant de le fixer, j'ai fait les efforts nécessaires pour savoir qu'est-ce qui étaient mes forces, qu'est-ce qui étaient mes faiblesses. Parce que tant qu'on ne connaît pas ses forces, on ne peut pas se fixer des objectifs rationnels. Et vous comprendrez pourquoi la première étape elle est cruciale avant de passer à la deuxième. Maintenant, une autre étape primordiale dans la démarche, si les objectifs sont déjà clairs, c'est qu'en marketing, si les objectifs sont fixés, on va travailler sur la stratégie. Ok. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? C'est de dire, attention, le client, il est très compliqué, il est très versatile. Est-ce que face à un besoin identique, tous les clients expriment les mêmes désirs? Ce n'est pas forcément le cas. Et pour le comprendre, il faut regrouper peut-être N personnes, une dizaine de personnes et leur dire, pour des achats de voitures, vous serez beaucoup plus intéressés par quoi? Vous verrez que pour un désir identique, ils ne vont pas exprimer les mêmes besoins. Et en marketing, on en est tellement conscient qu'on se dit, attention, il est impossible de faire un produit qui va répondre aux attentes de tous les clients. C'est impossible. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de dire, le marché, il est là. Quelles sont les catégories de désirs qu'on pourrait avoir dans le cadre d'un groupe homogène? Et lorsqu'on pense comme ça, on est dans la première stratégie marketing parce qu'on est dans la segmentation. Et vous allez voir l'importance de cette stratégie parce que plus tard, on va parler de gamme. Parce que la gamme et la segmentation, c'est quelque part deux choses qui sont liées. Donc lorsqu'on segmente un marché, c'est qu'on va se dire, attention, il faut qu'on trouve des critères. Pour les habits, quels sont les critères les plus valables pour qu'on puisse découper ce marché-là? Peut-être que les vieux ne sont pas intéressés par les mêmes types d'articles que les jeunes. Ça, c'est quelque chose de normal. Donc, il faudrait qu'on découpe le marché en tenant compte d'un critère qu'on appelle l'âge. Est-ce que lorsqu'il s'agit de viande, les musulmans ont les mêmes attentes que les personnes qui sont dans les autres religions? Je dirais non. Donc, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de segmenter le marché en tenant compte de la religion pour offrir aux musulmans un produit halal qui tient compte de ce qu'ils veulent dans le cadre de leur religion? Et voilà juste des exemples comme ça qui vont nous amener à dire le marché, il n'est pas unique. Il faut qu'on le compartimente. Et lorsqu'on passe à ce stade-là, on est dans la segmentation. Maintenant, lorsqu'on segmente un marché, la difficulté va commencer à venir. Parce qu'on doit se poser une question, et la question, elle est simple. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller satisfaire tous les segments? Tout dépendra des moyens de l'entreprise. Et vous voyez le lien qu'il y a avec la première partie. Parce qu'on avait toujours commencé par les forces. Donc une entreprise qui connaît ses forces, déjà, elle a une idée des segments qu'elle peut conquérir. Et fort de ce constat, l'entreprise doit faire un choix. L'entreprise se fait un choix lorsqu'elle a les moyens en disant, attention, ces segments-là sont rentables. Puisque tous ces segments sont rentables, je vais les attaquer parce que j'ai les moyens de le faire. Mais est-ce que toutes les entreprises ont ces moyens? Donc, lorsqu'on va faire un ciblage par rapport aux segments qu'on a déjà identifiés, on tiendra compte de nos contraintes matérielles, de nos contraintes en termes de ressources humaines, parce que peut-être un segment peut nécessiter un savoir qu'on n'a pas. On tiendra compte aussi de nos contraintes financières. Et j'ai l'habitude de dire qu'en réalité, pour les très petites entreprises, c'est des entreprises qui choisissent de se focaliser sur un segment, parce qu'elles sont conscientes qu'elles n'ont pas les moyens d'aller attaquer tous les segments. Maintenant, si les segments sont identifiés et que le ciblage est fait, à partir de ce moment, puisqu'on n'est pas sûr qu'on est seul à cibler le segment, parce qu'en réalité, c'est comme si on est dans une classe,
Tu cibles une fille, tu ne sais pas qu'il y a une autre personne qui cible la fille. Donc si tu n'es pas très averti, tu peux penser qu'en déroulant ta stratégie, ça va forcément marcher, alors qu'à côté de toi, il y a un concurrent. Donc c'est exactement la même approche qu'on a en marketing. À chaque fois qu'on cible un segment, on tourne la tête pour voir si à côté, il n'y a pas un concurrent. Et on va essayer de mettre une stratégie maintenant pour se démarquer. Donc se démarquer en misant sur des axes sur lesquels on va revenir parce qu'on va parler du produit et de son positionnement. Maintenant, si tous ces éléments sont là, on a les forces et les faiblesses de l'entreprise, on a les menaces et les opportunités. Les objectifs, on les a déjà smartés, c'est clair dans la tête, on sait ce qu'on veut. On a déjà une idée des segments possibles sur le marché. On a déjà fait un choix de segments qu'on appelle ciblage. On a déjà réfléchi sur les axes sur lesquels on devrait miser pour se démarquer de nos concurrents. À partir de ce moment maintenant, il faudrait qu'on traduise maintenant ce qu'on veut faire en plan d'action. Et c'est là où le marketing mix va intervenir. Donc, retenez que la quatrième étape de la démarche consiste à concevoir un plan marketing. Et ce plan marketing va nous dire, pour le segment qu'on a ciblé, quelle est la politique de produit qu'on va avoir. Parce que dans le marketing mix, dans le plan marketing qu'on va proposer, si les segments sont clairs et que les cibles sont là, le premier P sur lequel on va travailler, c'est le produit. Parce que tant que le produit n'est pas positionné, on ne pourra pas définir une stratégie de prix. Je prends un exemple. Un produit positionné haut de gamme, forcément, aura une stratégie de prix assez élevée. On va pratiquer de l'écrémage. Pourquoi de l'écrémage? Parce qu'il faut qu'on donne le signal au client en lui disant « Attention, ce produit, il est haut de gamme. » Donc, dès le départ, il faut qu'on marque notre présence par un prix élevé qui permettra au client de comprendre qu'en réalité, il est en face d'un produit avec une certaine innovation. Donc, dans la stratégie marketing, l'objectif produit va déterminer toute la stratégie derrière, à savoir la stratégie de prix, la stratégie de distribution qu'on aura et la stratégie de communication. Et je reviens à mon exemple tout à l'heure en disant, si on dit par exemple qu'on veut faire un produit haut de gamme, tout le monde sait naturellement que le prix sera élevé au départ. On va pratiquer de l'écrémage, comme le font les entreprises par exemple qui travaillent dans des produits haut de gamme comme iPhone. Tout le monde sait qu'au lancement, c'est des produits qu'on lance avec des prix très élevés. Au bout d'un certain mois, les gens commencent à sentir que le prix commence à baisser. Maintenant, si le produit est positionné haut de gamme, tout le monde sait que son prix sera assez élevé. Maintenant, pour un produit positionné haut de gamme, est-ce qu'on doit permettre à n'importe qui de le vendre? Je dis non, pas forcément. Parce que si n'importe qui le vend, est-ce que si vous donnez un produit haut de gamme à n'importe qui, ce n'importe qui-là aura la possibilité de défendre l'image que vous voulez avoir sur le marché? Ce ne sera pas possible. Raison pour laquelle, dans la stratégie de distribution aussi, on va plus opter pour une distribution exclusive, à la limite même sélective. Mais pas pour une distribution intensive. Parce que si n'importe qui le vend, ça peut affecter l'image du produit. Et vous voyez que donc, dans la stratégie de distribution, comme dans la stratégie de prix, l'élément déterminant, c'est le positionnement du produit. Parce que tant que le produit n'est pas positionné, on ne peut rien dire pour les autres stratégies. Pareil pour la communication. Imaginez, vous lancez un produit haut de gamme. Dans la communication, vous mettez n'importe quel personnage ou n'importe quelle personnalité. Vous pouvez trahir l'image du produit que vous avez. Maintenant, si le plan marketing est très clair, on sait ce qu'on veut faire en termes de produits, on a une idée de la stratégie de prix que ça va imposer, de la stratégie de distribution qu'il faudra élaborer sur le marché, de la stratégie de communication qu'il faudra aussi mettre en place pour défendre ce positionnement-là, et qu'on passe à l'action, la dernière étape de la démarche va être le contrôle. Et le contrôle, il est très simple, c'est juste pour faire un feedback. Parce que n'oubliez pas qu'à la deuxième étape, on avait dit qu'il y avait des objectifs. Donc forcément, s'il y a des objectifs et qu'on met en place une stratégie, qu'on traduit la stratégie en plan d'action et qu'on la met en œuvre, il est très normal qu'on revienne pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. Et dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, ça donne une occasion de réfléchir sur la démarche pour voir en réalité à quelle étape on a eu à faire des erreurs. Parce que ça peut arriver. Soit on a fait des erreurs dans le diagnostic, soit les objectifs étaient trop ambitieux, soit la stratégie n'était pas bien réfléchie, etc., etc. Et là, on va trouver des solutions. Donc, si on regarde bien la quatrième étape, qui consiste à élaborer le marketing opérationnel, c'est-à-dire dire exactement ce qu'on va faire sur le terrain. Comme je viens de le dire, on voit que le produit, il prend une place essentielle. Parce que c'est le premier élément sur lequel on va réfléchir. Maintenant, pour en venir au thème que je dois traiter qui concerne la politique de produit. Déjà, commencer par des choses très simples. Le produit, c'est quoi en réalité au sens marketing? Lorsque l'économiste définit le produit, il ne met pas l'accent sur les mêmes choses que le mercaticien. Parce que le mercaticien, il a une définition du produit beaucoup plus large. Et on va essayer de l'expliquer.
Donc déjà, dans la définition basique du produit, on met deux conditionnalités. Le fait que ce soit une entité qui peut satisfaire un besoin, donc déjà c'est une première condition, il faut que ce soit quelque chose apte à satisfaire un besoin. Deuxième conditionnalité pour que ce soit un produit au sens marketing, c'est que ce soit disponible pour qu'on puisse le vendre sur le marché. Maintenant, lorsqu'on le dit comme ça peut sembler bizarre, parce que quelqu'un pourra dire toute entité. Dans toute entité, on y met quoi? Et là, je vais essayer d'éclaircir un peu. Donc déjà, pour les produits en marketing au sens large, dire qu'un comportement est un produit, pour quelqu'un qui est néophyte, ça peut sembler bizarre. Et là, je donne un exemple. Lorsque j'ai une ONG et que, par exemple, j'ai une mission de sensibilisation, je dois m'implanter à Kolda, parce que là-bas, j'ai remarqué qu'il y a une mortalité infantile assez élevée. Le comportement devient un produit. Parce qu'à travers ma mission de sensibilisation, je vais vendre un comportement et ce comportement-là doit être accepté par les autres et ça doit les pousser à changer. Donc à chaque fois qu'on est dans une ONG ou qu'on est dans une organisation non marchande à travers laquelle on est dans la sensibilisation, le produit qu'on vend est un comportement. Arrêtez de faire tel, faites tel. Parce que ça vous permettra d'avoir la santé pour vos enfants. Ça vous permettra d'avoir un taux de mortalité infantile moins élevé. Donc le comportement est un produit. Et en marketing social, c'est quelque chose qu'on vend. Un autre élément qu'on peut considérer comme produit, c'est une idée. Oui, une idée est un produit. Et je le dis souvent à mes étudiants, je dis, lorsque vous avez un projet, au départ, c'est vous seul qui y croyez. Et vous êtes obligé de faire le marketing de votre idée pour que les autres puissent y adhérer. Et le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple du protocole de Kyoto. Moi, c'est l'exemple que je donne souvent. Pourquoi? Au départ, lorsqu'on parlait de protection de l'environnement ou de destruction de l'environnement, c'était juste un groupe d'écologistes qui y croyaient. C'était une idée qui n'était pas, adoptée par l'ensemble des pays de la planète. Et c'était difficile à faire avaler aux grandes puissances. Mais ces gens étaient tellement intelligents dans leur démarche qu'ils ont fait le marketing de l'idée. Et aujourd'hui, tous les pays se sont appropriés cela. Et même les entreprises se sont appropriés cela en changeant, en adaptant leur production à cette nouvelle exigence. Donc, juste pour dire que lorsqu'on définit le produit, déjà retenir que ça peut être un comportement, ça peut être une idée. Ça peut être une expérience. Et le meilleur exemple qu'on peut donner lorsqu'on dit que c'est une expérience, c'est que, je prends l'exemple de Magic Land. Celui qui a lancé le projet Magic Land au Sénégal, il a fait du marketing de l'expérience. En faisant quoi? De manière très simple, il s'est dit, de l'autre côté, il y a Disneyland. Et puisqu'il y a des enfants qui sont intéressés par un tel projet et que c'est une expérience qui a marché là-bas, il serait aussi intéressant qu'on puisse transposer cette expérience au Sénégal. Parce qu'on a les mêmes enfants et peut-être que même qui sont en train de regarder ça dans la télé. Et en adoptant cette idée qui existait déjà quelque part et qui avait déjà réussi, on aura dit que ce gars-là, il peut faire du marketing de l'expérience. Donc lorsque vous prenez un concept d'émission qui répond à des désirs peut-être de ménage américain, de ménage européen, et qui a marché de l'autre côté, que vous transposez dans votre pays en l'adaptant, on dira que vous avez fait du marketing de l'expérience. Donc l'expérience peut être un produit. L'événement est un produit, ça c'est pas une nouveauté, parce qu'on sait qu'à chaque fois que Youssou N'Dour a son concert, derrière il y a une agence communicationnelle qui travaille au marketing de l'événement. L'endroit est un produit, oui ça peut être un produit, parce que vendre la destination Sénégal, c'est ce qu'on essaie de faire depuis longtemps, et des agences même ont été créées pour ça, pour faire la promotion de la destination Sénégal. Donc, un endroit peut être un produit. Et on le voit toujours à travers des sites où on nous montre des endroits paradisiaques pour dire venez au Sénégal, c'est la meilleure destination pour faire de l'écotourisme, etc., etc. Donc, si on se met à définir le produit au sens large, on peut revenir sur plusieurs éléments. Donc, le produit peut être une idée, il peut être une expérience, il peut être un endroit, il peut être une personne même. Et la dernière fois, j'ai regardé un intervenant sur un live qui parlait de personal branding. C'était une façon de dire que même la personne doit faire son propre marketing. Et j'ai bien apprécié sa façon de présenter les choses parce que voilà, je ne citerai pas l'exemple des politiciens pour lesquels il y a des agents derrière qui donnent des conseils au plan marketing pour que ces gens-là puissent avoir une certaine image dans la société. C'est l'exemple du président américain qu'on montre avec une couleur de chemise bleue, avec des manches retroussées, pour faire croire aux Américains que voilà, pour leur donner l'image de quelqu'un qui est travailleur. Et derrière ça, c'est des agences de communication qui y travaillent, qui leur disent comment ils doivent s'habiller, quelles sont les couleurs qu'ils doivent mettre, l'histoire de défendre leur image auprès de leur communauté. Donc le produit, ce qu'on doit retenir pour la première partie, c'est que le produit au sens large, il est très complexe. Il peut être une expérience, une idée, une personne, un endroit, ça peut même être un événement, ça peut être un comportement, ça peut être même
Je donne l'exemple d'une organisation. Je prends l'exemple de Orange qui, chaque Ramadan, à travers des actions de mécénat, organise les marmites du cœur pour dire aux citoyens sénégalais, je ne suis pas uniquement là pour faire du profit. Il y a une partie que je vous retourne à travers des œuvres sociales. Donc l'histoire de se donner une image d'entreprise socialement responsable. Et là aussi, c'est du marketing que l'organisation est en train de se faire. Et on y reviendra plus tard parce que c'est la forme de communication actuellement la plus efficace parce que le profil du client, il a totalement évolué. Maintenant, si la notion de produit est bien éclaircie au départ, je pense que la deuxième étape à laquelle il faut passer, c'est d'aller vers les attributs du produit. Pourquoi doit-on parler des attributs du produit? Lorsque vous achetez un iPhone, vous achetez quoi réellement? Est-ce que vous achetez uniquement les fonctionnalités? Est-ce que vous achetez la marque? Est-ce que vous achetez le design? Est-ce que vous achetez l'image que cela vous donne dans la société? Donc voilà des éléments sur lesquels en marketing on s'intéresse. Raison pour laquelle lorsqu'on parle des attributs du produit, on dit c'est-à-dire au chef d'entreprise qu'un produit au maximum c'est 3 attributs. L'attribut fonctionnel, donc c'est tout ce qui est lié aux caractéristiques techniques du produit, à sa qualité, à ses options. Les attributs associés, c'est des éléments additionnels qui accompagnent le produit. Ça peut être le design, ça peut être l'emballage, ça peut être les services associés, le fait qu'on te permette d'acheter à crédit, le fait qu'on te permette de bénéficier d'une installation, d'une réparation. Donc, c'est les éléments que tu achètes en plus du produit basique. Et le troisième attribut sur lequel en marketing on travaille, et moi je considère que l'attribut, c'est l'attribut le plus important, c'est l'attribut symbolique, qui est très difficile à concevoir. Pourquoi? Pourquoi l'attribut symbolique est difficile à concevoir? L'exemple que je donne souvent à mes étudiants, c'est de leur dire, prenez 2 jeunes qui ont 18 ans à la plage, bien tatoués. Le premier jeune a une canette XXL et l'autre jeune a une canette Red Bull. Entre les 2 jeunes, quel est le jeune qui est le plus in? Que les adolescents vont plus accepter ou qui aura beaucoup plus d'images de rebelles? Et les étudiants me disent naturellement, c'est le jeune avec la canette Red Bull. Et j'ai dit, c'est normal, parce que Red Bull a su créer, c'est-à-dire ce symbole-là, cet aspect mythique qui vient se greffer à l'image de son produit. Et la construction de ce symbole s'est faite dans le temps. Red Bull s'est associé à tous les événements sportifs extrêmes. Lorsque quelqu'un saute de 1000 mètres d'altitude, il y a le drapeau de Red Bull. Lorsqu'il y a des concours de rap, il y a le drapeau de Red Bull. Lorsqu'il y a des soirées arrosées sur la plage de Ibiza, il y a le drapeau de Red Bull. Lorsque quelqu'un fait du Formule 1, il y a le drapeau de Red Bull. Et finalement, en s'associant à des événements sportifs extrêmes, en mettant l'accent sur le culte de l'interdit, Red Bull est allé à un niveau où l'image que le produit donne, c'est l'image de quelque chose de rebelle. Et tous les jeunes qui l'utilisent, c'est-à-dire sentent que cette image, c'est-à-dire que le produit leur transpose cette image-là dans la société. Donc, et je dis souvent aux étudiants que pour construire un symbole, on mise sur la communication. Et à chaque fois que vous regardez la publicité, vous voyez qu'à travers même le décor qu'on met, on essaie de créer le symbole. Pour dire aux parents, par exemple, pour un chocolat, si vous voulez sentir l'image d'une famille épanouie, vous avez intérêt à utiliser tel chocolat. Si vous voulez, par exemple, vous sentir comme quelqu'un de raffiné en prenant du café, il faut prendre du Nespresso. Parce que l'icône, la plus grande icône de tout ce qui est gentleman, qu'on appelle George Clooney, incarne dans la publicité l'icône, c'est-à-dire de celui qui est gentleman et prend sa tasse de café pour en prendre. Donc c'est une façon de dire aux clients, attention, si tu veux être comme Grand Hill, comme on a l'habitude de dire au lycée, bois Sprite. Parce que c'est grâce à Sprite que Grand Hill réussissait à faire ses dingues. Donc juste pour dire qu'en marketing, le symbole, on y travaille beaucoup. Maintenant, pourquoi parler des attributs? Est-ce qu'un produit qui a qu'un seul attribut a de la valeur? Je dis non. Donc quel est le produit qui a le plus de valeur? C'est le produit auquel on a réussi à donner le plus grand nombre d'attributs possibles. Des attributs fonctionnels, des attributs associés, des attributs symboliques. Et le troisième attribut, il n'est pas facile à concevoir. Parce que le produit va aller à un niveau même, il va s'associer à des événements. Être à la plage et avoir une canette Red Bull, c'est normal. C'est la chose la plus normale. Être sur Internet et avoir une bouteille de Coca-Cola, c'est la chose la plus normale. Et pourtant, on peut avoir une autre bouteille de boisson. Pourquoi miser sur Coca-Cola? Donc, c'est juste une façon de dire que le symbole, il est important en marketing. Et c'est la raison pour laquelle, dans la notion de produit, on parle de produit central, de produits standardisés
et de produit même global. Donc lorsqu'on parle de produit global, on met l'accent sur tous les éléments qui vont accompagner le produit lors de la vente. Donc des éléments liés à ses caractéristiques techniques, aux services associés qui vont l'accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, installation, etc., etc. Donc la garantie, le design. Je prends l'exemple de iPhone. Pourquoi lorsque les gens ont iPhone, ils ont envie d'exhiber la pomme croquée? Parce que sans la pomme, le produit perd de sa valeur. La preuve, si vous avez un iPhone où vous ne voyez pas la pomme apparaître, vous n'êtes pas fier d'avoir le portable. Donc juste pour dire que le symbole il est important. Et on verra plus tard qu'à travers le logo, à travers la marque, c'est des éléments sur lesquels on va se baser pour mettre l'accent sur le symbole. Maintenant, si les attributs sont connus et qu'on sait que les attributs, c'est des éléments qui participent à valoriser le produit, parce que n'oubliez pas, en marketing, on a un objectif principal, c'est-à-dire augmenter la valeur du produit délivré au client. Et cette valeur, elle n'est pas forcément objective. Parfois, elle est subjective. Acheter des Louboutins à 1000 €. Est-ce que quelqu'un peut me dire, dans le Louboutin, quel est le tissu ou la matière qui fait en sorte que la chaussure puisse coûter 1000 €? Ce sera difficile à démontrer. Donc, dans la notion de valeur, il faut identifier deux éléments. La valeur objective qu'on peut apprécier, qui est liée au coût et qu'on peut identifier lors de l'achat. Et la valeur subjective qui est liée à des choses qu'on ne peut pas apprécier de manière objective et qui viennent renforcer l'image que le produit va vous donner en tant qu'utilisateur. Donc, si les attributs du produit sont connus, un autre élément sur lequel il faudrait revenir, c'est la classification des produits. Donc, on vient de définir le produit, on vient de montrer que pour valoriser un produit, il faut mettre l'accent sur les trois attributs. Revenir sur la classification est une chose importante. Et pour le comprendre, je vais commencer par une question très simple. Est-ce que les gens achètent des biscuits de la même manière qu'ils achètent des portables? Non, ce n'est pas le cas. Lorsque quelqu'un achète un biscuit, en général, il fait un achat impulsif. Parce que le produit n'est pas cher. Il est là, peut-être que l'achat n'était même pas prémédité. Il passe devant la boutique, il regarde l'emballage, il dit « Ce produit-là, il pourrait être intéressant. » Il achète. L'achat n'est pas prémédité, il est impulsif. Mais lorsque vous allez acheter un ordinateur, en général, l'achat n'est jamais impulsif, il est réfléchi. Et raison pour laquelle en marketing, lorsqu'on classe les produits, on met l'accent sur un certain nombre de choses. Le premier élément sur lequel on met l'accent, c'est la destination, c'est-à-dire l'utilisation qu'on va faire du produit. Prenons l'exemple des produits de consommation courante. Je prends l'exemple du riz et du sucre. Est-ce qu'il est très facile de voir un ménage changer de marque de riz d'un mois à un autre? En général, c'est très rare de voir ça. C'est très rare de le voir. Donc, pour des produits comme ça, on dira que l'achat est routinier. Et lorsqu'un achat est routinier, une entreprise qui vend ses produits a du mal à conquérir, à aller chercher des clients chez les concurrents. Parce que l'achat est tellement routinier que le client d'un mois à un autre, il ne cherche pas à changer de marque. Et il devient beaucoup plus difficile à convaincre. L'exemple des bonbons, je viens de le donner, qui font l'objet d'un achat impulsif, qui n'est pas programmé, et pour lesquels quelqu'un qui est en marketing pourra miser sur l'emballage. Parce que l'emballage est un élément qui va être incitatif à l'achat. Prenons l'exemple des produits industriels. Je vais prendre l'exemple des équipements et des machines. En général, pour ce genre de produits, pourquoi il est intéressant de classer les produits comme ça? C'est que lorsqu'une entreprise vend un produit, elle doit identifier la nature du produit qu'il propose. Pourquoi? Parce que c'est la nature du produit qu'il propose qui va lui imposer la stratégie qu'elle doit adopter. Je prends l'exemple d'une entreprise qui vend c'est-à-dire des équipements ou des machines et qui traite avec des entreprises. Une entreprise ne fait pas d'achat impulsif. Et dans l'entreprise, il y a des gens qui sont tellement connaisseurs qui, lors de l'achat, vont faire un achat où ils vont compenser, c'est-à-dire utiliser un modèle compensatoire pour évaluer toutes les caractéristiques du produit avant de faire le choix définitif. Donc, juste pour dire que, c'est-à-dire faire du marketing des services, faire du marketing industriel, faire du marketing pour un produit alimentaire, faire du marketing pour des biens d'équipement, ce n'est pas la même chose. Et raison pour laquelle, dans l'approche marketing, dès le départ, on propose aux étudiants de faire une classification pour qu'ils puissent comprendre que demain, lorsqu'ils vont aller dans des entreprises, c'est la nature du produit qu'ils seront censés vendre qui va leur imposer la stratégie à adopter, surtout par rapport à l'approche avec le client. Revenons à l'exemple du service. Pourquoi on classe les produits selon la tangibilité? Le service, tout le monde sait qu'il est immatériel. Vous ne pouvez pas avoir une banque, on ne peut pas le stocker. Et lorsqu'on fait du marketing des services,
On dit souvent aux clients on dit souvent aux étudiants que le client est un acteur du service parce que la production et la consommation sont presque simultanées. Maintenant, si vous avez affaire à une entreprise qui propose des services, vous ne pouvez pas les stocker. Tant que la consommation n'est pas là, la production ne se fera pas. Est-ce qu'on peut adopter une approche produit? Je dis non, on ne pourra pas aborder une approche produit. On ne peut pas prendre des services et les exposer dans un supermarché, c'est impossible. Donc juste pour dire que la classification, elle permet de comprendre les différences d'approche qu'on a en marketing. Déjà pour le service, l'approche ne sera pas produit, l'approche sera clientèle. Et vous le comprendrez très bien, à chaque fois que vous allez dans une banque, la banque, votre chargé de client, il ne met pas en avant les produits. Il vous écoute. Et c'est après avoir parlé qu'il va dire, ce gars-là, d'après ce qu'il vient me dire, je pense que tel produit serait beaucoup plus adapté à lui et peut-être permettrait à la banque de gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est à partir de ce moment qu'il fait une proposition. Donc vous voyez que l'approche n'est pas produit. L'approche, ici, il est client. Donc juste pour dire que la classification, c'est ça son intérêt. On ne classe pas pour classer. On classe pour voir, pour chaque catégorie de produits, quelle est l'approche marketing la mieux adaptée. Un autre élément essentiel dans la gestion du produit qu'il faut analyser, c'est la gestion du cycle de vie. Parce que le produit, comme on a l'habitude de dire, c'est comme un être humain. Ça commence par une idée. Vous avez un couple qui est là et qui se dit, voilà, qui dorment la nuit et qui se disent, est-ce qu'on ne doit pas faire un enfant? L'idée est en train de germer dans les têtes. Dès que les deux tombent d'accord, on passe à la création, au lancement. C'est pareil en entreprise. On a des idées en gestation parce qu'on est sur un marché avec des opportunités. Maintenant, ces idées en gestation, dès l'instant qu'on passe à l'acte, on est dans le lancement. Maintenant, lorsqu'on lance un produit, quelle est la stratégie marketing qu'il faut adopter? Si le produit entre dans une phase de croissance, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que forcément, après la phase de croissance, on connaîtra une phase de maturité? Si on a les chances, et ce n'est pas valable pour tous les produits, on peut connaître une phase de maturité. Est-ce qu'après la phase de maturité, on ne connaîtra pas la phase de déclin? Je dis oui. Et c'est une façon de dire, je dis toujours à mes étudiants, seul Dieu veut rester là éternellement en haut. C'est-à-dire, en réalité, même lorsqu'on fait une analyse économique dans le cadre de la croissance, on montre que la croissance est un phénomène cyclique, avec des phases d'expansion, de crise, etc. Juste pour dire qu'en réalité, le produit, c'est comme un être humain. Il naît, il grandit, il est appelé à disparaître. Maintenant, il y a des produits qui sont mythiques, qui résistent au temps. L'existence du cycle de vie, il repose sur quoi? Donc, déjà, on va commencer par expliquer. L'existence du cycle de vie, il repose sur 3 hypothèses fondamentales. C'est que les désirs du client ne sont pas statiques. Le client, il est versatile. Donc, ses désirs évoluent. Ses désirs évoluent. Un deuxième élément qu'il faudrait prendre en compte comme hypothèse, c'est qu'en réalité, un produit dans son évolution, il n'apporte pas le même chiffre d'affaires. Lorsque vous lancez un produit en général, au lancement, il n'apporte pas le même chiffre d'affaires que lorsqu'il est en phase de croissance. Pareil pour la phase de maturité et la phase de déclin. Troisième élément, pour chaque phase, quelle est la stratégie qu'il faut adopter? Donc si en marketing, on s'intéresse à la gestion du cycle de vie, c'est que pour chaque phase de l'évolution du produit, il y a une stratégie qu'il faut adopter. Quelle est cette stratégie? Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Lorsqu'on lance un produit, qu'est-ce qu'on veut réellement? Et c'est la phase la plus compliquée parce qu'au Sénégal, en général, pourquoi les gens ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat? C'est qu'à chaque fois qu'ils lancent un produit, ils pensent que voilà, le profit c'est pour demain. C'est-à-dire, c'est dans une semaine ou dans un mois qu'on va faire du profit. Et au bout d'un mois, lorsqu'ils regardent les caisses et qu'ils voient qu'il n'y a pas de profit, c'est des gens qui décident d'arrêter et de dire, voilà, moi je m'arrête là parce que j'ai plus la force de continuer. Donc juste pour dire que la phase de lancement, c'est la phase la plus complexe. Pourquoi c'est la phase la plus complexe? C'est une phase à laquelle on ne s'attend pas à faire du profit. Parce qu'on a un seul objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est développer progressivement la notoriété du produit, favoriser l'essai et développer progressivement la demande. Donc, lorsqu'on est en phase de lancement et qu'on a des objectifs pareils, le profit ne nous intéresse pas. Maintenant, quel est l'arbitrage qu'il faut faire? L'arbitrage sera fait à la phase de lancement entre le chiffre d'affaires que ça réalise et le coût variable procuré par son lancement. Et là, je parle sous le contrôle peut-être de quelques comptables qui sont là. À la phase de lancement,
ce qu'on ne voudrait pas accepter, c'est que le chiffre d'affaires que le produit génère en phase de lancement ne couvre pas, dans le pire des cas, des coûts variables. Parce qu'en comptant allant, comme on a l'habitude de dire, on n'accepte pas une marge sur coût variable qui est négative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer dans le cadre d'une activité que le chiffre d'affaires soit inférieur au coût variable. Maintenant, si le chiffre d'affaires est inférieur au coût total, on est dans une zone de perte, on l'accepte. Parce qu'on sait qu'on est dans la phase de lancement. Et forcément, ça va prendre du temps pour qu'on se fasse une certaine image sur le marché. Le client, il est réticent c'est-à-dire à la nouveauté. Donc au départ, il faut qu'on réussisse à le convaincre. Mais accepter une perte jusqu'à une certaine limite. Et la limite, comme je viens de le dire, c'est qu'il ne faudra pas accepter en phase de lancement que le chiffre d'affaires qu'on génère soit inférieur au coût variable engrangé par l'activité. Si tel est le cas, on supposera qu'on a atteint ce qu'on appelle le seuil de fermeture de l'activité, comme on a l'habitude de dire en économie. Et ce seuil de fermeture va autoriser qu'on arrête l'activité. Parce que cette activité, on ne peut plus la rentabiliser. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires auquel l'entreprise n'a ni profit ni perte, comme on a l'habitude de dire. Mais le seuil de fermeture, c'est le seuil à partir duquel il n'y a plus raison d'espérer. Il faut exactement arrêter l'activité. Maintenant, pour la phase de lancement, quels sont les investissements qui sont faits? Donc, pour la phase de lancement, l'accent sera mis essentiellement sur ce qu'on appelle la communication. Donc, faire ce qu'on appelle de la promotion d'essai. Et vous le voyez, à chaque fois qu'il y a des restaurants qui ouvrent dans vos quartiers, vous voyez qu'au départ, c'est une séance de dégustation gratuite. Et c'est des éléments qu'on intègre dans le coût du projet. On ne le fait pas gratuitement. Donc, on va privilégier ce qu'on appelle la promotion d'essai. Deuxième élément qu'on va privilégier, si l'entreprise a les moyens, c'est la publicité de notoriété. Je prends l'exemple de J'adore qui a commencé au départ son lancement en sponsorisant c'est-à-dire des plats, des émissions de télé les plus regardées, avec la plus grande audience. Je prends l'exemple des émissions de matinale de Pape Cheikh Diallo, etc. Donc, juste pour dire que la phase de lancement, elle est très complexe. Maintenant, si par chance, l'entreprise réussit à passer la phase de lancement et qu'elle arrive à la phase de croissance, là, ça devient plus intéressant. Parce que l'objectif va être d'augmenter la part de marché, un premier élément, de développer la fidélité vis-à-vis de la marque. Et pour développer la fidélité vis-à-vis de la marque, l'entreprise va commencer à faire une stratégie de segmentation pour construire sa gamme. Et le conseil qu'on donne en général au lancement, c'est que les gammes, elles se construisent en phase de croissance. Il faut attendre d'arriver à la phase de croissance pour dire, attention, puisque maintenant les clients viennent vers moi, il faut que je sache qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, il faut que je commence à segmenter mon portefeuille et que je commence à proposer des produits assez différents pour satisfaire le maximum de clients. Et dès l'instant que vous passez à ça, forcément, le prix ne peut pas être identique. Donc, vous appliquez ce qu'on appelle un prix qui est différencié. Parce que pour chaque catégorie de produits, il faudra le prix approprié. Deuxième élément intéressant dans la phase de croissance, c'est que puisqu'on commence à se faire une notoriété, on va commencer à renforcer ça en faisant de la publicité d'image. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, so magé, da ngay wane ne mag nga. Wane ne mag nga moy lan? Ñepp ñi nga xamné da nga bokkal marché bi, da nga leen di néewal doole. En faisant quoi? Publicité d'image, c'est de dire attention. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de produits qui s'associent à la Ligue des Champions. J'ai dit à la Ligue des Champions, est-ce que vous voyez des entreprises africaines qui sont souvent présentes? Elles me disent non. J'ai dit loolu moy néewal doole. Lorsque vous allez dans une phase de croissance et que vous avez les moyens, il faut que les gens sentent que vous êtes là, que vous avez grandi, que vous existez. Il faut faire du bruit pour que les gens puissent vous sentir. Raison pour laquelle on dit qu'il faut faire de la publicité de notoriété. OK? Donc, juste pour avancer, parce que c'est une question de temps aussi, donc, pour la phase de maturité, passer de la phase de croissance à la phase de maturité, en général, ce qu'il impose, c'est la concurrence. Parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose qui marche, c'est comme si vous avez du miel. Vous attirez d'autres personnes. Et en réalité, ce qui va faire passer le marché de la phase de croissance à la phase de maturité, c'est la concurrence. Parce qu'imaginez un marché qui n'est pas élastique. Les concurrents qui sentent qu'il y a des éléments, c'est-à-dire il y a une opportunité sur le marché, vous êtes là où vous faites du profit, donc c'est un business intéressant, et qui viennent rejoindre le marché alors que ce marché n'est pas élastique, ça va tendre vers une saturation. Et cette saturation va faire en sorte que la concurrence va être beaucoup plus grande, parce qu'on aura un marché moins large, que vont se partager un nombre d'entreprises beaucoup plus conséquent. Et fort de ce constat, ce que doit faire l'entreprise, c'est que l'entreprise doit commencer à penser à des innovations
à des innovations mineures. Et les innovations, je dis à mes étudiants, on dit qu'on les fait en phase de maturité, mais moi le conseil que je donne, c'est qu'en phase de croissance, il faut déjà commencer à penser aux innovations. Il ne faut pas attendre de vivre la phase de maturité pour dire, je vais réfléchir sur les innovations. Donc il faut anticiper la situation. Et les innovations mineures, c'est de petites caractéristiques qu'on peut ajouter au produit. Ça peut être des innovations dans la stratégie de distribution, puisqu'en phase de croissance, on avait étendu les points de vente pour rendre le produit accessible à un plus grand nombre. Ça peut être des innovations liées à des prix de positionnement. Voilà, on fait baisser les prix de temps en temps, on l'adapte, on fait des promotions, on fait des offres promotionnelles, des offres groupées. C'est une façon d'exister et de tenir tête à la concurrence. Malheureusement, pour une entreprise, si vous n'arrivez pas à gérer cette phase-là, vous tombez dans la phase de déclin. Et lorsque vous tombez dans la phase de déclin, tout ce que vous aviez fait de la croissance, dans la phase de croissance, vous retirez pour le faire. Maintenant, dans la phase de déclin, une option est là, surtout pour les pays développés, c'est que lorsqu'un produit est en déclin en France, il y a possibilité de le relancer au Sénégal. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple des conteneurs. On prend un fer à repasser qui est en phase de déclin en France, on l'amène au Sénégal, les gens se ruent dessus pour l'acheter comme du petit pain. Donc juste pour dire que donc en phase de déclin, on a plusieurs possibilités. Essayez de relancer le produit sur des marchés beaucoup moins développés. Et je donne l'exemple des marchés européens, africains. Un autre élément, l'abandonner. Commencez à réduire la gamme petit à petit pour des produits qui ne marchent plus. Okay? Essayez de développer une fidélité vis-à-vis de la marque en faisant des offres promotionnelles. Donc des réductions drastiques. Commencez à réduire, si possible, les points de vente. Si l'entreprise n'est concernée que par le produit qui est en déclin. Mais si c'est une entreprise avec une gamme de produits assez large, ça peut même juste consister à réduire la profondeur ou réduire, voilà, élaguer certaines lignes. Donc juste pour dire que dans la gestion du cycle de vie, ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Et pour chaque phase, il faut réfléchir et voir voilà, quelle est l'approche qu'il faut adopter. Maintenant, si le cycle de vie est géré, un autre élément sur lequel il faut revenir, c'est l'emballage. C'est-à-dire les éléments qui font l'identité du produit. Les éléments qui font l'identité du produit, donc, sont plusieurs éléments. Il y a l'emballage, qu'on peut appeler packaging, conditionnement. On verra la différence entre les différents termes. On a ce qu'on appelle la marque. On a ce qu'on appelle le design. On a ce qu'on appelle l'étiquette. On a ce qu'on appelle peut-être le logo. On a ce qu'on appelle le jingle. On a ce qu'on appelle le drapeau de la marque, etc., etc. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut qu'on revienne concernant l'identité de la marque. Maintenant, pourquoi la marque est un élément important? C'est-à-dire, lorsqu'on définit la marque, on a l'habitude de dire aux étudiants, c'est tout signe permettant aux clients de reconnaître le produit et se démarquer par rapport à la concurrence. J'ai dit oui, c'est une bonne définition. Mais lorsqu'on crée une marque, est-ce qu'on cherche juste à avoir un signe qui permet de se différencier de la concurrence? Non, la marque, elle remplit plusieurs fonctions. Pour le comprendre, on va prendre un exemple très simple. Lorsque vous avez un iPhone, vous ne dites pas que j'ai un portable. Vous dites j'ai un iPhone 6. Vous mettez en valeur la marque. Vous mettez en relief la marque parce que la marque est un élément de valorisation. Donc, le premier élément qu'il faut reconnaître, c'est que la marque est un élément essentiel qui participe à la valorisation. Peut-être subjectif du produit, mais c'est un élément qui valorise. Et raison pour laquelle on dit en créant une marque, il faut essayer de développer un lien affectif entre le client et la marque. Quelqu'un qui porte des Jordan, il est très fier de dire ce sont des Air Jordan. Il ne dira pas ce sont des chaussures de sport ou des baskets. Il mettra l'accent sur la marque pour se sentir valorisé. Parce que la marque a une image qu'elle va lui transposer. Un autre élément essentiel de la marque, c'est que c'est un élément qui permet de se protéger contre les éventuelles imitations, même si c'est très compliqué. Parce que tout le monde voit qu'actuellement, il y a des imitations et les produits contrefaits sont faits avec une certaine ingéniosité. C'est très compliqué de les différencier, même des originaux. Même sur YouTube, il y a des gens qui nous aident un peu à pouvoir faire la différence entre les choses. Mais je dis, ça devient de plus en plus compliqué. Surtout dans nos pays sous-développés. Peut-être que dans les autres pays, le travail est fait au niveau de la douane. Mais chez nous, dans les pays africains, c'est très difficile de pouvoir, parce que voilà, c'est des marques, l'État n'est pas présent de ce point de vue et on permet à n'importe qui de vendre des produits contrefaits. Et c'est des produits contrefaits très bien élaborés, qu'on a du mal à distinguer des originaux. Heureusement qu'il y a des possibilités, il y a des moyens de le faire. Donc, un autre élément qu'il faudrait comprendre à travers la marque, c'est un élément d'identification. Maintenant, en créant une marque, c'est-à-dire, comment on doit procéder? Est-ce qu'on doit se réveiller un bon jour et dire, j'ai un projet, voilà le nom que je choisis? En général, ce n'est pas le conseil qu'on donne.
pour créer une marque, donc juste pour revenir à l'essentiel, déjà, il faudrait commencer par dire le produit que je veux faire cible qui en réalité? Est-ce que ça cible des jeunes? Est-ce que ça cible des vieux? Quelle est la cible privilégiée de ce produit? Deuxième élément. Deuxième élément, quelles sont les associations créatives que je veux associer à la marque que je veux créer? Ça signifie quoi? Pour le produit que je veux créer, qu'est-ce que je veux que ça évoque chez le client? Est-ce que je veux que ça évoque la pureté lorsqu'il s'agit de l'eau? Est-ce que je veux que ça évoque l'élégance lorsque je suis par exemple dans la couture? Est-ce que quel est le nom que je vais choisir et qu'est-ce que je veux que le produit puisse évoquer? Parce que la marque, en général, elle renvoie toujours, c'est-à-dire à des symboles, à des images, à des associations. Ça peut être des associations positives comme des associations négatives. Et c'est des éléments sur lesquels on doit réfléchir avant même de choisir le nom. Maintenant, si ces associations créatives sont déjà claires, on va commencer à construire une liste de noms. Si la liste de noms est là, puisque voilà, aller vers l'association, l'Agence sénégalaise de la propriété intellectuelle, moi je considère que c'est la dernière démarche à adopter. Le conseil que je donne souvent, c'est de jouer à la moulinette. Jouer à la moulinette, c'est quoi? C'est juste prendre le nom qu'on a créé, aller sur les réseaux sociaux et sur Google pour le pays concerné, essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà utilisé le nom. Moi, en tout cas, c'est la stratégie que j'utilise. Et dès que je me rends compte pour le nom que j'ai choisi, qu'il y a des possibilités que les Sénégalais ne l'aient pas encore pris, je commence à je commence à être optimiste en disant attention. Donc ça, c'est un nom qu'il faut garder. Et c'est comme ça que je vais commencer à dresser ma liste. Maintenant, lorsque je vais dresser ma liste, je vais commencer à faire un tri. Et pour faire un tri, je vais voir de tous les noms que j'ai choisis, quel est le nom pour moi qui représente le plus les associations créatives que je vais avoir dans l'esprit du client. Et en partant de là maintenant, je vais commencer à faire le test. Donc soumettre ça en échantillon. On a l'habitude de dire en échantillon représentatif, mais aller rencontrer 1000 personnes pour une marque, ce n'est pas nécessaire. On peut juste prendre un échantillon de convenance. Une dizaine, une vingtaine de personnes, leur soumettre les noms et essayer de voir si ces gens-là vont avoir les mêmes réactions ou vont avoir, c'est-à-dire vont identifier les mêmes associations que nous, on avait identifiées auparavant. Si tel est le cas, on peut passer à la validation et maintenant se rapprocher de l'Agence sénégalaise de la propriété intellectuelle pour voir si effectivement de tous les noms qu'on a pu, c'est-à-dire avoir à la fin, quel est le nom disponible pour lequel il n'y a pas encore de protection et maintenant valider la protection. Maintenant au niveau de l'Agence sénégalaise de la propriété intellectuelle, il y a des formalités à remplir. Des montants à payer donc, qui tournent entre 400 et 450 000 sur le logo, etc. Des formalités administratives en termes de documents à remplir et là on n'y reviendra pas. Maintenant pour ceux qui sont intéressés, il faut juste aller sur le site de l'Agence sénégalaise de la propriété intellectuelle. Vous aurez toutes les informations concernant les dépôts de marque en termes de formalités, en termes de coûts. Donc sur la marque, voilà ce que je voulais dire. Et pour les stratégies de marque, on en a plusieurs. Donc en marketing, on dit juste qu'on a 3 stratégies de marque. Donc une stratégie de marque produit, une stratégie de marque de distributeur, une stratégie de marque de service. Maintenant, une marque de produit, une marque de fabrique ou une marque de production, c'est quoi en réalité? Donc c'est juste des stratégies qui peuvent, c'est-à-dire qui regroupent plusieurs approches. À supposer, je peux créer un produit et associer à chaque produit un nom. Lorsque je le fais, on dirait que j'ai une marque produit. Une marque produit, ça sert à quoi? La marque produit, c'est le cas de... On peut prendre le cas de Patisen, qui a plusieurs marques qui vendent du bouillon et qui, pour chaque bouillon, met un nom spécifique. Et ce nom spécifique, l'utilité, c'est qu'en marketing, à chaque fois qu'on met des noms différents pour des produits différents, c'est qu'on veut dire au client, on ne lui a pas fait la même promesse. C'est-à-dire, si on a 3 produits, le premier produit on l'appelle A, le deuxième on l'appelle B, le deuxième on l'appelle C, c'est une façon de lancer un signal au client en lui disant, attention, la promesse qu'on t'a faite avec A, c'est pas la même promesse qu'on t'a faite avec B. Donc sache que A n'a rien à voir avec B. Et c'est une façon de lui montrer cette différence en mettant l'accent sur des noms différents. On dit qu'on a une marque produit. Donc c'est l'exemple qu'on a avec Adja, Djongé, c'est pas la même promesse qu'on fait au client. On a ce qu'on appelle des marques ombrelles. Comme son nom l'indique, ombrelles, des marques qui font l'ombre de tous les produits. Donc, j'ai une gamme de produits concernant des réfrigérateurs, des téléviseurs, etc. Et pour l'ensemble des produits, je mets le nom Samsung.
on dira que j'ai une marque ombrelle. Il y a ce qu'on appelle les marques lignes. La marque ligne, pour mieux la comprendre, il faut qu'on revienne à la notion de gamme. Parce qu'on sait que dans une gamme, il y a plusieurs lignes. Et chaque ligne, on peut donner à chaque ligne un nom. Je donne des exemples. Galaxy Ace, Galaxy A. Et dans les Galaxy A, il y a une profondeur. Galaxy Note, c'est une ligne dans les smartphones Galaxy. Et il y a Galaxy Note 1, Note 2, Note, etc., Note 10. Et ça représente la profondeur. Donc, lorsqu'on met des noms différents pour chaque ligne, on dit qu'on a une stratégie de marque ligne. Il y a ce qu'on appelle les stratégies de marque caution. C'est quoi la stratégie de marque caution? Comme son nom l'indique, la marque vient être une garantie. C'est une marque qui a, c'est-à-dire, je prends un exemple, c'est plus simple à expliquer avec un exemple. Je prends l'exemple de Kiren, qui s'est déjà fait un nom et qui se dit, je vais lancer ma marque de jus Presea. Et qui, à côté de Presea, met Kiren pour dire aux clients, attention, Presea est un produit de Kiren. Et puisque tu connais déjà Kiren à travers ton image, sache que Kiren est la caution de la marque parce que c'est un produit créé par Kiren. Donc, c'est une stratégie de double marquage à travers laquelle on met deux noms en ayant en tête que la marque mère, et mère avec M-E-R-E, vient en appoint à la marque fille pour lui servir de caution, comme son nom l'indique. Il y a ce qu'on appelle comme stratégie de marque, toujours dans les stratégies de double marquage, ce qu'on appelle le co-branding. Et c'est des stratégies d'alliance de marque. En général, lorsque je parle à mes étudiants, je dis, chez les entrepreneurs, ce qui m'étonne, c'est qu'en réalité, au Sénégal, beaucoup d'entrepreneurs ne travaillent pas sur des stratégies d'alliance de marque. On voit des jeunes qui n'ont pas trop les moyens, qui restent dans leur coin et chacun fait son truc de son côté. Alors qu'en se joignant dans le cadre d'alliance, ça pourrait renforcer leur image mutuelle. Ce que je ne vois pas souvent. Je donne juste des exemples. Comme Kiren l'a fait avec Orange, en mettant un produit Kiren Orange, où les deux se sont associés, Motorola avec Kodak, donc l'appareil photo fait par Kodak, etc., etc. On peut citer beaucoup d'exemples. Donc, faire du co-branding, c'est juste faire, c'est associer deux marques, parfois qui ne sont pas forcément dans les mêmes activités, dans les mêmes horizons, qui acceptent de s'associer pour mutuellement leur image. Et là, c'est un exemple qu'on a donné. Maintenant, à côté du co-branding, il y a ce qu'on appelle le co-promotion. Il y a ce qu'on appelle la co-promotion. C'est quoi la co-promotion? Et ça, c'est ça que je ne vois pas au Sénégal. Tu as ton entreprise, j'ai mon entreprise, tu as ta marque, j'ai ma marque. On fait une activité complémentaire. Pourquoi ne pas s'associer dans le cadre d'une promotion, allier nos marques et défendre nos marques respectivement à travers une stratégie de communication dont on va supporter les coûts ensemble? Ça, je ne le vois pas au Sénégal. Et pourtant, dans les autres pays, ça se fait. On voit des marques qui s'associent et qui font de la copromotion. Et moi, au Sénégal, j'ai du mal à trouver des exemples, surtout chez les entrepreneurs. Et je considère que c'est une option. Même aller vers du co-développement. Donc, le co-développement, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de Mercedes et de Swatch qui s'associent pour créer une voiture smart, qui n'a rien à voir avec la voiture, c'est-à-dire Swatch, c'est dans les montres, Mercedes, c'est dans la voiture. On crée une voiture, on l'appelle Twingo, et ça permet de renforcer mutuellement les images des deux. Donc, juste pour dire que la marque, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un élément valorisant. Et pour le comprendre, je dis souvent à mes étudiants, prenez une chaussure Nike, prenez du scotch, mettez sur le Nike, le swoosh, je veux dire. Vous verrez que le produit, il perd totalement sa valeur. Et raison pour laquelle, en marketing, on revient sur un élément important qu'on appelle le capital marque. C'est quoi le capital marque? Le capital marque, c'est juste la valeur ajoutée que donne le nom, en plus des caractéristiques techniques du produit. Donc, le capital marque, je donne juste un exemple. Jordan qui vient se joindre à Nike par rapport au maillot de Paris Saint-Germain. Ça vient donner une image supplémentaire, une valeur supplémentaire au maillot. Et la preuve, actuellement, les deux mêmes ont continué à s'associer en faisant des produits, des chaussures, Jordan, PSG, etc., etc. Donc, juste pour dire que le capital marque, c'est une chose qui n'est pas facile à concevoir. Surtout pour des entrepreneurs, ça il faut le dire. Parce que pour avoir un capital marque, ça prend du temps. Il faut commencer par se faire connaître, commencer à être conforme, c'est-à-dire avoir une politique de conformité. À chaque fois qu'on fait une promesse au client, le client se rend compte que la promesse est respectée. C'est-à-dire créer une relation de confiance avec le client progressivement. Deuxième élément, développer un lien de loyauté
c'est-à-dire être en mesure de dire au client, je ne suis pas là uniquement pour, c'est-à-dire te prendre ton argent, c'est un partenariat win-win et intégrer ça dans l'approche. Maintenant, c'est à travers cette approche-là qu'on réussit à concevoir un capital marque. Et au fil de cette évolution, renforcer progressivement l'image du produit. Donc, lorsque les étudiants me disent, monsieur, est-ce qu'il est facile de concevoir un capital marque? Je dis, attention, c'est très compliqué. Ça se fait dans la durée. La preuve, allez demander à Nike combien de temps il lui a fallu pour avoir cette image. Allez demander à Jordan combien de temps il lui a fallu pour avoir cette image. Maintenant, l'élément essentiel pour concevoir un capital marque, c'est la qualité, la conformité, en plus d'une stratégie de communication bien ciblée. Bien ciblée, j'ai dit. Nike, à chaque fois, Nike a un contrat de confiance avec ses clients. À chaque fois qu'un produit Nike va sortir, on sait que les travailleurs de Nike feront l'effort nécessaire pour nous offrir le produit avec le meilleur design possible et les meilleures caractéristiques techniques possibles. Il n'y a pas à douter de ça. Maintenant, lorsqu'une entreprise arrive à ce stade-là, à créer ce climat de confiance-là avec ses clients, ça permet à l'entreprise de tendre vers ce qu'on appelle un capital marque. Parce qu'il arrivera un moment où le client aura tellement confiance au produit qu'il ne réfléchira même plus. Il suffit juste que le produit porte le nom. Et il se suffit de ça pour lui donner de la valeur. Et ça, pour l'avoir, ça prend du temps et ça prend énormément de temps. Maintenant, revenons à un autre élément important et peut-être qu'on n'aura pas le temps de terminer. Je vais juste peut-être revenir sur deux éléments essentiels avant de rendre l'antenne, comme on dit. Donc déjà, sur l'emballage, pour ne pas dire le conditionnement et le packaging. En marketing, le nom qu'on utilise le plus, nous, c'est-à-dire le packaging. Maintenant, certains diront c'est le conditionnement, c'est le premier contenant du produit. Le packaging, c'est l'enveloppe matérielle du produit. C'est-à-dire en plus de tous ces attributs fonctionnels, de tous ces attributs techniques, de tous ces aspects décoratifs, c'est tous ces éléments qui font le packaging. J'ai dit oui, le packaging c'est ça, c'est exactement ça. C'est une notion beaucoup plus englobante que l'emballage. Parce que lorsqu'on parle de l'emballage, c'est-à-dire on parle même de l'emballage à des niveaux, primaire, secondaire, tertiaire. Mais nous, lorsqu'on parle de packaging, on veut montrer tous les éléments qui interviennent. C'est-à-dire à travers l'enveloppe qui va déterminer la perception que le client va se faire du produit et qui va lui fournir des informations. Donc tous ces éléments décoratifs, tous ces éléments techniques, tous ces éléments fonctionnels qui accompagnent l'emballage et qui permettent au client d'avoir une information, c'est-à-dire d'avoir un climat de confiance avec le produit, c'est tous ces éléments-là qui vont composer le packaging. Maintenant, juste rappeler un truc, l'emballage en marketing est un élément essentiel. Pourquoi c'est un élément essentiel, surtout par nos temps qui courent? C'est qu'on est dans un siècle où on parle de développement durable. Et le profil du client, il a totalement évolué. Le client, je ne parle pas des Africains, peut-être en majorité, c'est plus valable pour les autres. Le client, il est beaucoup plus sensible à la protection de l'environnement. Tout le monde le sait, parce qu'on parle de business vert, etc. En Europe, on n'ose plus vendre une voiture qui pollue. Certains emballages sont retirés du marché depuis longtemps. Au Sénégal, on a commencé à le faire avec cette loi qui interdit les emballages plastiques. Juste pour dire qu'on va aller vers un marché où les citoyens vont être très regardants sur les modèles d'emballage qu'on doit leur proposer. Et là, un exemple que je voulais donner, c'est qu'actuellement en Europe et dans beaucoup de pays développés, les gens réfléchissent beaucoup sur les emballages. Parce que l'emballage est un élément de positionnement. Je prends un exemple. Prenons l'exemple du marché des produits cosmétiques pour les hommes. Lorsque vous vendez des produits cosmétiques aux hommes, c'est l'exemple que je prends souvent parce qu'actuellement, on a des jeunes qui veulent avoir des lèvres roses, qui veulent avoir un teint comme voilà, pas possible, etc., pour se faire une certaine image auprès des filles. Donc, on est arrivé à un siècle où les gens sont devenus très regardants sur leur profil corporel, etc. Donc, raison pour laquelle je prends cet exemple-là. Pour des produits cosmétiques, est-ce que les emballages des produits cosmétiques dédiés aux femmes doivent être identiques à ceux dédiés aux hommes? En marketing, on l'a bien compris. Lorsqu'on fait des produits cosmétiques pour les hommes, comme vous le voyez sur le marché, les emballages sont carrés et les couleurs sont bien choisies avec des couleurs bleues, acier. Parce qu'un homme, lorsqu'il achète des produits cosmétiques, il n'achète pas un rêve, il veut du pragmatisme. Est-ce que le produit me permet d'aller directement vers ce que je veux? Je veux m'éclaircir. Est-ce que le produit me permet d'être clair? Je veux avoir les lèvres roses. Est-ce que c'est exactement ce que je vais avoir? Mais lorsqu'il s'agit des femmes, on leur vend un rêve.
Et raison pour laquelle dans l'emballage, il faut jouer sur tous les artifices. Des couleurs, le logo, etc., etc., le modèle, la forme, le graphisme, le design. C'est tous les éléments sur lesquels on va jouer pour pouvoir les attirer. Juste pour dire qu'en marketing, le client, nous, on essaie de le comprendre. Et dans notre façon de le comprendre, ça nous impose tout ce qu'on doit faire en termes d'emballage, en termes de design, en termes de choix de couleurs, etc., etc., etc. Donc, juste pour dire que l'emballage, déjà, c'est un élément de positionnement. Pourquoi c'est un élément de positionnement? On dit qu'en marketing, ça remplit deux fonctions. Une fonction technique, une fonction commerciale. Oui, parce que le produit, il faut l'exposer. Est-ce que l'emballage permet de l'exposer? Le produit, il faut le conserver. Est-ce que l'emballage permet de le conserver? Le produit, il faut le transporter. Est-ce que l'emballage permet de le transporter facilement? Le produit, il faut l'utiliser. Est-ce que l'emballage permet de l'utiliser de manière pratique? Le produit, il faut, comme je vais dire, il faut le protéger des agressions extérieures. Est-ce que l'emballage permet de le faire? Donc l'emballage, c'est un élément déjà, ça remplit une fonction technique à travers les exemples que je viens de donner. Mais une autre fonction que l'emballage a, c'est que c'est une fonction stratégique. Et je dépasse même la notion de fonction commerciale. Parce que dans la fonction stratégique, qu'est-ce qu'il faudrait dire? C'est que pour le comprendre, il faut aller voir une vidéo où on vous montre des AirPods. Je prends juste des exemples, des vidéos sur YouTube où les gens font une différence entre des produits fake et des produits originaux. Des produits originaux. À chaque fois qu'on veut marquer la différence entre des fakes et des originaux, ceux qui font ces vidéos-là, ils vous mettent l'accent déjà sur l'emballage en vous montrant que dès le départ, l'emballage permettait de voir que c'était du faux. Dans le choix de la matière, dans le choix du contenu de l'emballage. Donc juste pour dire que l'emballage est un élément même qui permet de protéger le produit des éventuelles imitations et à l'entreprise même de se positionner. Se positionner comment? Je prends l'exemple de Diesel avec sa marque de parfum. Tout le monde l'a vu avec une poignée de main, avec un bracelet en or, Diesel. Donc juste pour dire que c'est des éléments qui viennent valoriser le produit et permettre à l'entreprise de se distinguer de la concurrence. Un autre élément qu'il faudrait dire, l'emballage, c'est que c'est un vendeur muet. Parce que ça influence la perception. Parce que tout le monde sait qu'en marketing, lors de l'achat, il y a une variable essentielle qui détermine le choix du client et c'est la perception. Donc la perception, c'est ce que l'emballage nous délivre en termes d'informations que notre cerveau va analyser et va essayer d'adapter au désir qu'on cherche à satisfaire. Donc un autre élément sur lequel je veux revenir concernant l'emballage, c'est qu'actuellement il y a toutes les innovations possibles imposées par la notion de développement durable. En Europe par exemple, les gens sont en train de travailler sur des emballages alimentaires. Imaginez une tasse sous forme d'emballage alimentaire dans laquelle tu mets tes aliments et après avoir pris tes aliments, tu peux manger la tasse. Des emballages biodégradables qui vont permettre des emballages papier, etc. Et c'est devenu tellement dynamique qu'il y a des jeunes qui ont été tellement intelligents pour lancer des foires aux emballages. Parce qu'actuellement, on considère que c'est des défis et les entreprises doivent tenir compte de ces défis-là. Donc l'emballage est devenu un défi pour toutes les entreprises. Un défi en termes de positionnement, un défi en termes de rentabilité, parce que l'emballage est un élément du coût, un défi en termes d'image et d'identité, etc. Donc juste pour dire que l'emballage est un élément important. Le design, donc je pense que pour le design, on aura l'occasion de revenir sur ça, parce qu'apparemment, on vient de faire 1h15, et je veux dire par là que la gestion du produit, c'est quelque chose de très complexe. Je dis très compliqué parce qu'il y a énormément d'éléments à aborder à l'intérieur. Et peut-être que le temps ne l'a pas permis, parce que voilà, on avait juste prévu une intervention pour 1h et quelques. Peut-être qu'on aura l'occasion de poursuivre le thème, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait qu'on revienne. On n'a pas déjà montré dans la gestion du produit quels sont les outils qui sont utilisés, comme la matrice BCG, la matrice de McKinsey, la matrice d'Arthur Dolittle, voilà, la matrice dont je viens de parler, donc la matrice BCG. Et tous ces éléments, je considère que peut-être qu'on aura l'occasion de les aborder et de les faire en séance pratique, parce que c'est des outils décisionnels qui, dans le cadre de la stratégie de croissance ou dans le cadre d'une stratégie concurrentielle, permettent de voir à l'entreprise quelles sont les possibilités que le marché lui offre. Je prends l'exemple de la matrice BCG, qui est un outil créé depuis les années 70 et qui permet de faire les arbitrages ou des choix entre des produits sur lesquels on travaille pour ne pas dire des domaines d'activité stratégiques sur lesquels on travaille. Donc c'est une matrice à concevoir avec des informations sur une part de marché relative et un taux de croissance. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est des matrices qui dans la pratique
beaucoup de gens font, mais pour les informations, les gens ont du mal à y accéder. Par exemple, je prends l'exemple de la part de marché relative. Parfois, je dis à mes étudiants, pour concevoir une matrice BCG, on vous dit souvent que vous avez besoin d'une part de marché relative. Mais le chiffre d'affaires du concurrent principal, vous faites comment pour l'avoir? Et à chaque fois que je pose la question, ils sont étonnés, ils me disent, en général, dans nos exercices, on nous les donne. Je dis, il y a un problème. Dans la réalité de tous les jours, est-ce que le concurrent vous dira quel est le chiffre d'affaires qu'il a? Quelle est la technique que vous devez utiliser pour obtenir cette information-là? Peut-être qu'on aura à y revenir parce qu'il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées, des techniques d'estimation, donc qu'on aura à présenter peut-être ultérieurement. Revenir sur un élément essentiel, le design, surtout dans le cadre du marketing digital, le design est devenu un élément incontournable, je dis incontournable au vrai sens du terme. Peut-être aussi l'occasion nous donnera, donc lorsque l'occasion nous donnera pour revenir sur ce qu'on appelle la gestion des innovations, parce qu'on n'en a pas trop parlé, donc parce que le thème, la gestion du produit, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Pour le choix de la marque même, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas pu s'appesantir. C'est les conditionnalités, les critères à respecter dans le choix de la marque. Donc choisir une marque, ce n'est pas choisir n'importe quoi. Il faut que ce soit facilement prononçable, on le sait. Donc quels sont les éléments qu'on peut avoir dans le choix d'une marque? Oui, une marque peut être une zone géographique. On peut donner beaucoup d'exemples. Kiren. Une marque peut être un métier, beurre président. Une marque peut être un nom qui n'a pas de sens, Homo. Une marque peut être une association de chiffres et de lettres, 2STV. Une marque peut être quoi? Le nom d'un animal, Jaguar. Une marque peut être n'importe quoi. Même si on sait qu'il y a des prohibitions, parce qu'on ne peut pas choisir tous les noms pour une marque. La liste est là pour les noms qui sont prohibés. Peut-être c'est des choses sur lesquelles on ne pourra pas s'avancer, mais l'occasion nous sera donnée de revenir sur un certain nombre de choses. Je vous remercie pour votre attention. C'est un plaisir de partager. Donc, en tant qu'apprenti, parce que moi je me considère comme un apprenti du marketing, donc je suis toujours dans l'apprentissage, parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui apprend tous les temps, qui continue à apprendre tout le temps. Et c'était un plaisir de faire une présentation sur le thème, même si on n'a pas su l'aborder dans toute son exhaustivité. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous peut-être pour un autre live, donc dans quelques jours ou peut-être voilà, à nous revoir, et prenez soin de vous et le message à faire passer, restez chez vous. Merci.